Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo. J'en profite pour vous dire que c'est une lecture de ma newsletter qui est gratuite, à laquelle vous pouvez vous abonner si vous souhaitez revenir sur le contenu ou si simplement vous préférez lire parfois. J'en profite également pour vous dire que maintenant tous les épisodes sont diffusés en vidéo sur YouTube et vous pouvez le retrouver à mon avis facilement la chaîne. Et avec cela, je vous laisse rentrer dans cet épisode. Imaginez un instant que je vous pose cette question. Êtes-vous un bon ami? Votre première réaction sera probablement un « bah ouais », automatiquement. On se considère tous et toutes comme de bons amis. On est là quand ça va pas. On écoute, on conseille, on soutient. Moi le premier d'ailleurs. Mais si on creuse un peu plus, profondément, avec quelques questions qui sont moins confortables, par exemple, est-ce que vous avez déjà annulé un dîner avec des amis parce que grosse flemme et qu'il y avait une bonne série qui se présentait? Est-ce que vous avez déjà mis involontairement de la distance avec un ami parce que vous débutiez une relation amoureuse? Combien de fois par mois appelez-vous vos amis juste pour prendre de leurs nouvelles, sans agenda caché? Quand un ami traverse une période difficile, est-ce que vous allez le voir physiquement chez lui pour vous asseoir en silence et partager sa peine? Avez-vous déjà dit « je t'aime » à un ami homme, si vous êtes un homme? Ou avez-vous déjà exprimé votre affection profonde, sans détour? Soudainement, la réponse, elle devient moins évidente. Et cette gêne que vous ressentez peut-être en lisant ces questions ou en les écoutant n'est pas accidentelle. Les amitiés ne sont pas des relations sur lesquelles on concentre beaucoup de notre énergie dès lors que l'on arrive à l'âge adulte. D'ailleurs, plusieurs penseurs s'accordent à dire que nous vivons dans une société qui a méthodiquement dévalorisé ce qui pourrait être notre plus puissant antidote contre les maux de notre époque, tout simplement. Parce que parmi toutes nos relations, l'amitié est la seule qui ne soit pas particulièrement fertile économiquement. Cette semaine, j'ai décidé de creuser l'amitié parce que, pour moi, qui ne suis pas marié, ces relations sont plus essentielles et que j'ai la sensation que nous sabotons inconsciemment ce qui est notre meilleure arme contre les maux de notre époque. Et d'ailleurs, j'aimerais dédier cet épisode aux personnes qui sont là pour moi, celles qui sont les plus proches depuis tellement d'années, dans les rires comme dans les pleurs, mais aussi parfois malgré la distance physique, voire de temps à autre temporelle. Et puis j'écris aussi cette newsletter pour moi aussi, parce que j'ai évidemment plein de dysfonctionnements dans ma manière d'aborder l'amitié, et donc c'est d'une certaine manière aussi une recherche personnelle, comme à chaque fois que j'écris en réalité. Donc on se lance. Allez Vlan, c'est parti. J'en parle souvent, et on l'entend un peu partout, il y a une pandémie de santé mentale. 60% des adultes déclarent se sentir seuls régulièrement. Les taux de suicide ont explosé, les prescriptions d'antidépresseurs ont triplé en 2 décennies, mais aussi les addictions comportementales, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les jeux, le shopping, qui touchent désormais 40% de la population. Alors bien sûr, notre société a tout misé sur l'individu et donc on prend tout ce poids sur nos épaules, que ce soit à travers le mythe du self-made man ou du si tu veux, tu peux, mais aussi du développement personnel. Et face à ce mal-être que ces chiffres reflètent, nous cherchons des solutions individuelles, des thérapies X ou Y, de la méditation, de la santé intégrative, du coaching, des compléments alimentaires. On essaye d'optimiser son bien-être physique et mental. Et vous connaissez sans doute maintenant ma relation à l'optimisation. Pourtant, je crois que nous nous trompons complètement de direction. Et pour le comprendre, on va revenir au fondement scientifique de notre compréhension du mal-être et de l'addiction. Dans les années 50, il y a une expérience qui est devenue célèbre et qui a façonné notre vision des troubles psychologiques. Des chercheurs ont placé un rat seul dans une cage avec 2 bouteilles. Une qui contenait de l'eau pure et l'autre avec de l'eau mais aussi avec de la morphine. Et le rat, il a développé une préférence pour la solution narcotique en augmentant progressivement sa consommation jusqu'à en mourir. Cette expérience, elle a établi le paradigme dominant, c'est-à-dire que l'addiction
est une faiblesse individuelle face à une substance ou à un comportement irrésistible. Mais en 1970, le psychologue Bruce Alexander a une intuition révolutionnaire. Et si le problème n'était pas la drogue, mais l'isolement. Et donc il a reproduit l'expérience avec une différence cruciale. Au lieu d'isoler les rats, il a créé ce qu'il a appelé un rat park, c'est-à-dire un environnement spacieux où ils pouvaient jouer, où il y avait plusieurs rats qui pouvaient interagir, s'accoupler, élever leurs petits. Et dans cet espace, les mêmes 2 bouteilles étaient disponibles. Et les résultats ont détruit toutes les certitudes. Non seulement les rats de rat park consommaient 19 fois moins de morphine que leurs congénères isolés, mais ceux qui avaient développé une addiction en isolement ont spontanément réduit leur consommation quand ils ont été placés dans l'environnement social. La conclusion, en fait, elle est claire, elle est nette. C'est pas la substance qui crée l'addiction, c'est l'isolement. Et que ce soit à travers les réseaux sociaux et maintenant les IA, mais de manière plus large à travers notre système de croyances et de valeurs, nous sommes en train de créer de manière systématique et méthodique notre propre isolement. J'avais fait un épisode sur le sujet d'ailleurs. Alors, comptez pas sur moi évidemment pour vous dire c'était mieux avant, mais par contre, il y a une forme de sagesse ancestrale qu'il est intéressant d'observer pour se questionner sur notre culture. Et si on observe l'évolution de nos modes de vie sur les 50-70 dernières années, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale, on a troqué nos maisons multigénérationnelles contre des appartements individuels, la fameuse famille nucléaire. Les espaces communautaires, c'est-à-dire les places de village, les cafés de quartier, les cafés du commerce, l'association locale ont été remplacés par des centres commerciaux où on consomme plutôt en silence, puis carrément par du e-commerce depuis chez soi. Le télétravail, qui est présenté comme une libération, nous enferme dans nos domiciles pour optimiser nos vies. Les transports en commun sont devenus des espaces de silence absolu, où chacun fuit le regard de l'autre derrière un écran. Et souvenez-vous de l'expérience dont je parlais d'ailleurs dans une précédente newsletter, la même dans laquelle je parlais de la solitude. Et plus largement, même pour moi qui sais que la maison individuelle est débile, ça reste l'imaginaire prioritaire et donc le désir que j'ai en tête. C'est pas si simple en fait de se départir de sa culture. Et donc je me crée des nœuds au cerveau en me disant ok, en fait ce qu'il faut c'est une communauté, mais avec qui, comment? Il faut trouver les personnes avec les mêmes envies au même moment, avec les mêmes types de revenus aussi, je pense. C'est totalement stupide, mais on est en train de vouloir réinventer les villages en gros. Et je ressens ce besoin qui est hyper fort chez moi. Je sais pas si ça résonne chez vous, ce besoin de village. Et puis, il n'y a pas que la culture. Évidemment, la technologie aussi nous isole. On passe en moyenne 7 heures par jour devant nos écrans. On remplace les interactions face à face par des connexions digitales superficielles. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion de la connexion tout en nous maintenant physiquement séparés. Les applications de livraison nous évitent même le contact minimal avec un vendeur. Et puis évidemment, l'intelligence artificielle nous promet bientôt des amis parfaits qui ne nous décevront jamais. D'ailleurs, je vous renvoie aussi, encore une fois, à ma newsletter sur l'isolement, mais aussi à l'épisode que j'ai fait sur les amis par l'IA. D'ailleurs, ma newsletter s'appuyait sur un des meilleurs articles que j'ai lu cette année, qui était en anglais, qui s'appelait The Antisocial Century. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'économie qui nous sépare. Alors, je vous parle moi de ma situation, mais elle est évidemment privilégiée, parce que j'ai fait des choix, je n'ai pas subi mes changements de localisation, comme certains d'entre nous, peut-être certains d'entre vous. Évidemment, la précarité professionnelle peut nous faire déménager, voire, dans le cas des migrants, changer de pays et tout quitter. Et c'est jamais facile de faire ce genre de choix. Alors bien sûr, dans notre culture, on glorifie la capacité de tout quitter. Cette flexibilité, elle a un coût en réalité. Et c'est l'impossibilité de développer des racines relationnelles profondes. De mon côté, je viens de la banlieue nord de Paris, mais j'ai vécu à Marseille, à Paris, à Birmingham, au Luxembourg, à New York et désormais à Lisbonne. Alors bien sûr, on arrive toujours plus ou moins à recréer des liens, mais quand je réfléchis à où j'ai envie de vivre, nécessairement je pense à où sont mes amis. Question sans réponse dans mon cas, car mes amis sont répartis un peu partout. Et en plus, ils ne sont pas nécessairement dans cette même logique, car la plupart sont engagés dans un mariage.
De manière assez étrange, je me sens faible parfois d'être aussi dépendant des autres, alors qu'on vit dans une société où l'autonomie individuelle est mise sur un piédestal. Pourtant, alors que j'ai écrit cette newsletter, j'ai l'impression que je ne suis pas fou, que c'est normal de ressentir ça. Bref, en quelques décennies, nous nous sommes construits une culture qui nous a isolés jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas une surprise si nos troubles mentaux explosent en réalité. Et c'est marrant parce que si vous écoutez un podcast américain, en l'occurrence celui d'Uberman, et le sujet de la longévité vous intéresse, ou simplement vous portez fièrement votre montre connectée, peut-être que vous avez oublié un truc essentiel. L'amitié, c'est pas un luxe émotionnel, c'est un impératif biologique à tous les niveaux. D'abord sur la longévité, parce que les personnes avec des relations sociales et solides ont 50% de chances de plus de survivre sur une période donnée. L'isolement social, elle augmente le risque de mortalité précoce autant que de fumer 15 cigarettes par jour. Dans les fameuses zones bleues où l'espérance de vie dépasse 100 ans, le facteur commun n'est pas le régime alimentaire, même si c'est important, c'est la force des liens communautaires. Et puis sur la santé mentale, les personnes avec des amitiés de qualité ont 70% de moins de risques de développer une dépression majeure. Mais aussi sur le soutien social, qui réduit de 23% les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Les interactions sociales, quant à elles, quand elles sont positives, augmentent la production d'ocytocine, qui réduisent l'inflammation et boostent le système immunitaire. Mais aussi sur les capacités cognitives, parce que les personnes socialement connectées ont 26% moins de risques de développer une démence. Enfin, l'interaction sociale, elle stimule la neuroplasticité et maintient les fonctions exécutives plus longtemps. En fait, les discussions complexes avec des amis proches activent plus de zones cérébrales que n'importe quel exercice mental individuel. Bref, vous avez compris l'idée. De manière plutôt comique, alors que l'on cherche toujours à tout optimiser individuellement, c'est la non-optimisation collective qui peut le plus nous aider. Ça me fait rire de nous regarder faire au moins autant que quand les antivax qui sont en train de se dire que ça serait quand même génial de s'inoculer une petite dose d'une maladie donnée pour créer les anticorps nécessaires. Ouais, ils sont en train de réinventer le vaccin, les mecs. Mais chut, on va rien leur dire. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent comme le couple est une chose importante pour moi. Et j'essaie, parfois sans doute un peu trop, de trouver une personne avec laquelle j'ai envie de construire ma vie. J'ai, moi aussi, cet imaginaire de couple qui vit toute sa vie ensemble, bien ancré, qui vient aussi titiller une peur de mourir seul, je pense, si je suis 100% honnête. On vit dans une civilisation qui a érigé l'amour romantique en religion officielle. Une histoire d'amour de 50 ans, ça fait pleurer aux larmes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on voit une amitié de 50 ans? Personne n'en fait un film. D'ailleurs, moi-même, quand je vois deux vieilles personnes se tenir la main dans la rue, je ne peux pas cacher mon émotion. En fait, notre société tout entière, elle s'organise autour du couple romantique. Que ce soit les avantages fiscaux, les congés payés pour les mariages, les politiques de logement. En fait, perdez votre conjoint, vous aurez droit à un congé de deuil. Mais si vous perdez un ami, débrouillez-vous avec vos RTT. Cette hiérarchisation nous pousse à mettre tous nos œufs émotionnels dans le même panier romantique, créant une pression déraisonnable sur nos partenaires amoureux, qui deviennent nos seuls confidents, thérapeutes et compagnons de vie. Le résultat, c'est des ruptures amoureuses qui nous laissent socialement orphelins, et des ruptures d'amitié, parfois encore plus dévastatrices, et que personne ne prend vraiment au sérieux en réalité. Les relations amicales, elles vont de soi, elles sont placées sur un plan secondaire en général. Et je suis certain que vous avez déjà mis de côté un ami, une amie, parce que cette personne rentrait dans une relation amoureuse. Je ne fais pas vraiment partie de ces personnes, et d'ailleurs, moi j'ai déjà rompu une relation longue parce que la personne avec qui j'étais n'était pas respectueuse de mes amis. Et j'ai eu aussi une histoire récente qui s'est terminée parce que j'avais trop d'amis, IES, donc des femmes en l'occurrence. Ça arrive. De la même manière, rencontrer les amis est un élément particulièrement révélateur de sa compagne. Aussi dans leur dynamique, je crois. Et de mon côté, je suis très fier de mes amis, et c'est essentiel de les présenter parce qu'ils sont une partie de moi essentielle, tout simplement. Et j'avoue que je prends aussi en considération. Et de mon côté, je suis très fier de mes amis, et c'est
extrêmement important de les présenter parce qu'ils sont une partie essentielle de moi. Et j'avoue que je prends aussi en considération leur avis. Je plaide coupable, j'avoue. Le plus ironique là-dedans, c'est que normalement, l'amitié, elle offre cette liberté d'être authentique sans l'obligation d'être adéquate ou suffisant. En fait, cet espace émancipateur où nous pouvons être vulnérables sans contrat implicite, c'est l'amitié. Et comme Alice Rebaud le défend, on pourrait presque dire que prioriser nos amitiés, ce n'est pas juste un choix personnel, mais un acte politique, une résistance à un système qui veut nous isoler, dépendant d'une seule personne et donc plus facile à contrôler économiquement. D'ailleurs, Simon Sinek, qui va bientôt sortir, je crois, un livre sur le sujet, de ce que j'ai compris, parle aussi de cette dimension sociétale et politique de l'amitié. Dans la mesure où j'ai beaucoup changé de lieu de vie, vous l'avez compris, j'avoue que la technologie m'a beaucoup aidé à rester en contact avec ceux qui comptent pour moi. Mais en vrai, il faut aussi regarder les choses en face. Nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant nous n'avons jamais été aussi seuls. D'une certaine manière, on a confondu être connecté et être en relation. La quantité de connexion ne peut pas contrebalancer la qualité et rien ne remplace la présence physique en réalité. Parce que cette présence physique, c'est ce qui ancre. D'ailleurs, utiliser l'expression amitié numérique, c'est sans doute un oxymore. D'abord, les réseaux sociaux, évidemment, nous donnons à voir une version édulcorée de nos vies. On interagit avec des signaux faibles, des likes, des emojis, quelques mots dans un commentaire. Mais on évite pour la majorité les sujets profonds qui pourraient créer du conflit et on mesure notre popularité à travers des chiffres, les abonnés, etc. Et WhatsApp, c'est pas beaucoup mieux parce que là aussi, les conversations restent souvent superficielles. Et d'ailleurs, je suis un partisan de l'idée que WhatsApp n'est clairement pas l'endroit pour avoir des conversations profondes. Tant le texte seul peut générer une profonde incompréhension entre deux personnes. L'expression qui dit que 80% de la communication est non-verbale est une réalité, je crois. En fait, sans que nous nous en rendions compte, ce qui s'est passé n'est pas simplement un passage du réel au virtuel. En réalité, nous avons substitué des choses essentielles. L'intimité par la familiarité. On sait ce que nos amis ont mangé au petit déjeuner, mais on ignore tout de leur part profonde. La présence a été remplacée par la disponibilité. On est joignable 24 heures sur 24, mais ça a remplacé le fait d'être physiquement présent dans les moments importants. Le soutien a été remplacé par la validation. On reçoit des likes sur une photo de notre nouvel appartement, mais ça a remplacé l'aide concrète d'amis pour déménager. La conversation, elle, a été remplacée par l'information. On sait ce qui se passe dans la vie de nos amis, grâce à leur poste, mais ce qui nous dispense d'une certaine manière de leur demander. Et pour tout cela, aussi, je plaide coupable, au moins partiellement. Combien de fois je me satisfais d'une micro-conversation en message privé pour me dire « Non mais c'est bon, en fait, je maintiens le lien ». Alors, comment on fait pour construire des amitiés stables et durables ? C'est une question que je me pose régulièrement, nécessairement, puisque je ne suis pas géographiquement stable moi-même, même si je reste en général plutôt au moins 5 ans dans chaque espace. Peut-être que retrouver les bienfaits de l'amitié véritable, on doit d'abord se débarrasser de ces conceptions dégradées et refaire le point. L'amitié, c'est pas un sentiment, c'est une pratique, comme d'une certaine manière la méditation ou le sport. Elle demande un engagement régulier, un apprentissage constant, une amélioration progressive. J'ai l'âge de passer des heures au téléphone, j'avoue, et je pense que c'est essentiel de le faire. Mais j'avoue qu'on maîtrise tellement plus en envoyant un message ou un vocal sur WhatsApp ou Y application. Et pourtant, est-ce que c'est pas là que l'amitié débute ? Parce que c'est pas perdre du temps, c'est renforcer un lien. L'amitié, c'est pas nécessairement symétrique, c'est réciproque. Vous ne donnerez pas toujours autant que vous recevez au même moment, mais sur la durée, l'équilibre se fait. L'amitié, c'est pas conditionnel, c'est contextuel. Un vrai ami, ça vous lâche pas si vous devenez moins drôle, moins riche ou moins utile. Mais il peut adapter sa façon d'être présent selon vos besoins. C'est un sentiment moche, mais on dira « Ouais, bah tu sais, on a évolué différemment, lui et moi. On a moins de trucs à partager. » En tout cas, je me suis déjà entendu dire cette phrase. Et elle est horrible, en fait.
Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé un certain nombre de choses qui peuvent définir un véritable bon ami. Alors moi, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais pour que nous apprenions ensemble. La première chose qui me semble vitale, c'est l'art d'une présence inconditionnelle. Et ça suppose d'être présent sans vouloir réparer l'autre. Alors que l'on a toutes et tous tendance à vouloir donner des conseils, proposer des solutions ou minimiser le problème, voire se référer à sa propre expérience et en profiter pour parler de soi. Je viens d'ailleurs de le faire il y a à peine 10 minutes sur WhatsApp avec une amie dont la relation amoureuse vient de se terminer. Souvent, ce dont la personne a besoin, c'est simplement d'être vue, d'être entendue dans sa douleur. Pas nécessairement d'être réparée ou rassurée, mais juste d'être accompagnée. Ça suppose d'être bien ancré, solide, mais aussi confiant pour ne pas avoir besoin de jouer le rôle du sauveur. Ça me fait penser aussi à une histoire que raconte Simon Sinek, dont une amie a perdu quelqu'un de cher. Il lui a dit, tu sais quoi, je vais te téléphoner chaque jour à 16h. Tu peux ou tu peux ne pas décrocher, mais tous les jours je te téléphonerai. Et quand tu te sentiras prête, alors je serai là pour t'écouter. Et il s'y est tenu. Et ça a renforcé évidemment de manière incroyable leur lien. La seconde qualité, cette fois j'essaie vraiment de m'y astreindre pour le coup, c'est d'être capable de dire à un ami qu'il se trompe. Dernièrement, j'ai un peu bousculé un ami, il se reconnaîtra. Mais il y a un peu plus longtemps, j'ai perdu une amie qui rentrait dans une relation de perversion. Et malheureusement, elle était déjà trop sous emprise pour que j'arrive à la récupérer. Mais de manière générale, j'arrive assez bien à dire à mes amis quand ils font fausse route. Là où j'ai pas mal d'améliorations, par contre, c'est de confronter un ami qui m'aurait blessé. En ce sens, je suis dans une sorte de performance, tant j'essaie toujours de prendre sur moi, qui est le problème du gentil si vous avez lu ou écouté cet épisode sur la gentillesse. Et je commence désormais à le ressentir dans mon corps, et ça devient, en réalité, problématique. Pourtant, un ami qui n'arrive pas à vous confronter, est-il vraiment un ami, puisqu'il préfère votre compagnie à votre bien-être? Et puis, la troisième qualité est celle de savoir recevoir. C'est étrangement facile de donner, beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Pourtant, savoir recevoir dit beaucoup sur nous, en particulier sur notre capacité à accepter notre vulnérabilité, à faire confiance au jugement de l'autre, à renoncer au contrôle de la situation, ou encore d'accepter d'être redevable. Et refuser cette posture, c'est aussi condamner une relation à ce qu'elle reste à un niveau superficiel. Afin de construire des relations profondes, je crois que la première chose à accepter, c'est évidemment que cela demande du temps, de l'engagement. Mais plus que cela, il faut envisager des rituels afin d'ancrer et de maintenir l'intimité. Historiquement, quand on regarde l'amitié masculine, par exemple, ça passait par des épreuves partagées, comme la chasse, la guerre ou encore l'initiation. Parce que ces expériences, elles créaient des liens indéfectibles, dans le sens où elles révélaient la vulnérabilité de chacun. Alors évidemment, on va plus à la chasse, et clairement, aller au supermarché ensemble, ça nous met pas exactement en difficulté. Et donc, c'est à nous de réinventer des rituels pour réinventer ces moments d'authenticité, qui sont en fait clés. En ce sens, les cercles d'hommes que j'ai animés pendant un moment permettaient d'effectuer ce travail. Et d'ailleurs, d'écrire cette newsletter ou d'enregistrer cet épisode me donne envie de les reprendre. Parce que finalement, l'objectif de ces moments, c'est de nous pousser hors de notre zone de confort. Ça peut tout à fait aussi prendre la forme d'un moment de service ensemble, auprès de personnes dans le besoin, ou d'un trek dans des conditions difficiles, par exemple. En fait, sans contrainte, il n'y a pas de magie, et donc il n'y a pas d'histoire à raconter. Et ça, c'est un élément que je crois extrêmement important. En parlant de contraintes, c'est pas mal également de créer des moments de présence non négociables, où les téléphones ne sont pas invités dans la conversation, et doivent absolument rester en dehors. Ces moments créent des colonnes vertébrales temporelles à cette amitié, et la contrainte, elle est là aussi nécessaire. De mon côté, j'essaie de créer de cette manière des petits rituels. D'ailleurs, dernièrement, j'ai proposé à 2 entrepreneurs, ils se reconnaîtront aussi, de créer un groupe de parole mensuel pour échanger sur plein de sujets, autant perso que boulot. On essaye comme on peut. Il me semblait important aussi dans cet épisode newsletter dédié à l'amitié de parler de ce qui nous empêche d'aller dans des relations profondes. D'abord, évidemment, l'ego. Parce que parfois,
On rentre en compétition inconsciente avec nos amis. On se réjouit pour eux, mais on se compare aussi, quelque part. Comme si la vie était une course. Et cela peut tuer l'amitié de deux manières. Car si nous gagnons, on peut ressentir de la culpabilité, et si nous perdons, du ressentiment. Une autre chose problématique, c'est le besoin de validation que l'on peut venir chercher. Typiquement de raconter ses succès pour être félicité, ou ses problèmes pour être consolés, ou nos projets pour être encouragés. Mais ce faisant, et sans penser à mal, en fait, on instrumentalise nos relations, car l'ami devient alors un distributeur de réassurance uniquement. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais la peur de l'abandon peut pousser à adopter des comportements problématiques, comme d'éviter les sujets conflictuels, et de ne pas montrer pleinement, ou de se suradapter. Et moi, je suis pleinement dans cette dernière démarche, clairement, mais je travaille dessus, vraiment beaucoup en tout cas. On vit dans une époque qui est fascinante, où on peut commander un repas en 3 clics, mais où téléphoner à un ami pour exprimer ce que nous ressentons, vraiment, nous fait bégayer. L'amitié, c'est pas un sentiment, c'est une pratique, je l'ai déjà dit. Comme la méditation ou le sport. Elle demande un engagement régulier, un apprentissage constant, une amélioration progressive. Et si au lieu de chercher l'optimisation parfaite de nos vies individuelles, nous remettions l'humain au centre? Et si nous acceptions que notre vulnérabilité partagée soit notre plus grande force? Car, pour finir, nous pouvons avoir le meilleur plan de retraite. La santé parfaite et la carrière de rêve. Mais si nous n'avons pas des personnes avec qui partager un fou rire à 2h du matin ou pleurer sans honte un mardi après-midi, à quoi bon? Alors cette semaine, au lieu de scroller pendant 1 heure, pourquoi ne pas appeler cette personne qui vous manque? Non pas pour prendre des nouvelles, mais pour lui dire simplement « j'avais envie d'entendre ta voix ». C'est peut-être le hack de productivité le plus radical de notre époque. Oser perdre du temps avec ceux qui comptent vraiment. Merci de m'avoir écouté.